L'armée ukrainienne soutiendra-t-elle le gouvernement élu et validera-t-elle son autorité, ou se rangera-t-elle du côté de l'extrême droite si des groupes d'extrême droite tentent de renverser le gouvernement dans l'intérêt de cette vision nationaliste du pays? Je pense que cette menace ne doit pas être écartée. Et c'est une transition merveilleuse vers la deuxième partie de cette interview. Et tout le monde, je parle toujours avec Nicolas Petro, notre analyste sur tout ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Vous parliez justement de la façon dont la Russie trace sa propre voie dans ce monde multipolaire et comment certaines analyses suggèrent que l'approche actuelle des États-Unis pourrait essayer de faire essentiellement l'inverse de la stratégie chinoise de 1963, lorsque Nixon normalisait les relations avec la Chine pour créer un fossé entre l'Union soviétique et la Chine. Cela pourrait actuellement être l'opposé. Essayer de normaliser les relations avec la Russie pour créer un fossé entre Moscou et Pékin. Et vous dites que cela est peu probable. Pourriez-vous développer un peu cela? Pourquoi pensez-vous que la trajectoire actuelle de la configuration multipolaire dans laquelle nous nous trouvons est peu susceptible d'inciter la Russie à emprunter cette voie? Eh bien, parce que les analystes russes, chinois et d'autres pays du Sud global disent depuis plus d'une décennie déjà que l'élan est du côté de ces autres pays, les pays des BRICS+. Il existe toutes sortes d'exemples économiques et géopolitiques et de preuves de cela. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a renforcé cette évaluation. Cela n'a pas changé ce calcul du côté de la Russie, mais cela a renforcé la justesse de cette évaluation. Et cela a confirmé la capacité de la Russie à compter sur la Chine, l'Inde, le Vietnam et d'autres pays comme partenaires dans toute confrontation que la Russie pourrait avoir, grande ou petite, avec l'Europe et les États-Unis. Alors, en essence, pourquoi tourner le dos à des partenaires fiables et revenir vers vos anciens partenaires qui vous ont trahi à maintes reprises? Il n'y a aucun incitatif. De plus, ces nouveaux partenaires deviennent de plus en plus influents. Ils deviennent plus forts en eux-mêmes. Et la Russie, encore une fois, je pense à la Russie et à la Chine en particulier, comme ayant une belle synergie économique et politique. La Chine a une population et une économie en croissance. Elle a besoin de ressources. La Russie a ses ressources à fournir et en retour a permis à la Chine de devenir un acteur majeur sur ses marchés domestiques. Encore une fois, c'est en quelque sorte la manière dont le commerce international, basé en grande partie sur le profit mutuel, est censé fonctionner. Et donc, je pense qu'il y a une synergie inévitable dans cette relation, que rien de ce que les États-Unis pourraient offrir ne les inciterait à rompre. Maintenant, si les États-Unis veulent offrir quelque chose de leur propre chef qui soit attrayant économiquement ou politiquement, je suis sûr que la Russie y réfléchirait, mais pas au détriment de la Chine. Je pense que la Russie et la Chine sont en effet un partenariat et une alliance destinée à durer assez longtemps, au moins dans ce siècle. Certaines personnes au sein du commentariat occidental, qui ne laissent passer aucune occasion de parler en mal de la Russie et de la Chine, ont soutenu qu'avec ce développement, la Russie est devenue un partenaire junior de la Chine. Étant environ un dixième de la population de la Chine, avec la Russie à environ 140 millions et la Chine à 1,3 ou 1,4 milliard, ils soutiennent que la Russie va inévitablement devenir un satellite de la Chine. Cela me semble absolument ridicule. Mais que pensez-vous de cet argument?
Eh bien, je dirais deux choses. C'est un jeu sur une sorte de psychose collective, je pense. Il y a une supposition que pour des raisons historiques profondes, remontant à près de 1000 ans, les Russes craignent les Mongols. Et donc nous pouvons dériver des politiques actuelles de ce type de traumatisme psychologique profond. Je pense que c'est faible et peu plausible. En fait, si vous regardez les enquêtes sur les pays qui sont vus favorablement par les Russes aujourd'hui, la Chine est en tête de liste. Donc il n'est pas du tout clair de quoi parlent ces analystes en ces termes. En termes d'être un partenaire junior, bien sûr, c'est exactement ce que le projet de l'UE était censé être dans les années 1990 par rapport à la Russie. La Russie était un petit pays, une petite économie, qui allait être dominée par les économies de l'UE, beaucoup plus grandes et plus riches, et ils allaient effectivement essayer de manipuler les résultats politiques russes par ce type d'investissement et de contrôle économique. Et le point culminant de cela était en effet la menace constante d'application de sanctions, ce qui se poursuit. Encore une fois, je vous rappelle, nos auditeurs, qu'il n'y a jamais eu de génération depuis la guerre de Corée qui n'ait pas imposé une sorte de sanction à la Russie, soit les États-Unis, soit leurs partenaires juniors en Europe. Voilà la relation. Et encore une fois, les Chinois ont intensifié leurs efforts et se sont révélés être de bons amis, alors que les Européens n'ont historiquement pas intensifié leurs efforts et ne se sont jamais révélés être des partenaires fiables. Et à un moment donné, je pense, ou du moins, cette génération de dirigeants russes ne considère donc pas l'Europe et ses conseils comme des conseils fiables. Je pense que cela a beaucoup de sens. Je veux dire surtout, si l'on considère le fait que les personnes au pouvoir en ce moment sont celles qui y sont depuis les 20-25 dernières années. Je veux dire, nous n'avons pas eu beaucoup de changements à cet égard. Nous ne pouvons pas négliger le trésor que la Russie possède dans son personnel politique et diplomatique senior. Ils ont tout vu. Ils ont traité avec chaque leader européen de la dernière génération et chaque leader américain, ainsi qu'avec la Chine. Donc, dans un sens très réel, ils ont la véritable mesure de ce que signifie réellement la parole d'un leader européen, d'un leader américain et d'un leader chinois par rapport à la Russie. Ils n'ont pas besoin de deviner. Ils ont une expérience personnelle de cela. Et je suis sûr qu'ils seront guidés par cela avant tout. Pourquoi pensez-vous que des analystes comme vous et moi, ainsi que d'autres sur Internet, sont capables de reconstituer cette histoire et de réellement identifier les moments où les promesses ont été clairement rompues de tous côtés, où les accords ont été rejetés à maintes reprises, mais que cette capacité semble manquer ou est intentionnellement tenue à l'écart d'une grande partie de la population européenne et nord-américaine? Pourquoi ces choses, qui sont de notoriété publique et que la Russie ne cesse de souligner et de répéter, ne sont-elles pas seulement ignorées, mais dénigrées? Comme lorsque des personnes comme Jack Matlock rappellent aux autres qu'il y avait effectivement une promesse de l'OTAN, une promesse que cette situation ne serait pas utilisée comme une arme contre la Russie et que cela a été immédiatement et à plusieurs reprises violé. Comment se fait-il que cette prise de conscience ne se soit pas imposée au grand public, du moins en Europe et en Amérique du Nord? Il existe une discipline dans les sciences sociales appelée étude des médias, ou médias et communication dans certains collèges. L'un des aspects intéressants de l'étude des médias est de savoir qui génère notre espace d'information, qui le manipule et quels en sont les résultats. J'ai examiné cette recherche. Ce n'est pas très controversé, c'est très cohérent, surtout en ce qui concerne les démocraties occidentales, qui sont celles principalement étudiées par les analystes des médias.
Ils sont tous d'accord, du moins aux États-Unis, depuis l'époque de la guerre du Vietnam, lorsque la première tentative a été faite pour comprendre comment les attitudes du public américain ont été modifiées, compte tenu des informations qui leur ont été fournies au cours de la guerre du Vietnam. Et les principaux chercheurs, W. Lance Bennett de l'Université de Washington me vient à l'esprit, plusieurs chercheurs de l'Université du Missouri, tous s'accordent à dire que notre information, l'information du public, est organisée. Elle est organisée par l'élite médiatique. Et cette élite médiatique n'invente pas ses propres récits. Elle reçoit ses récits du gouvernement. Ce qui se passe, inévitablement, c'est qu'un journaliste et une équipe éditoriale doivent obtenir leurs informations autant que possible des principales sources d'informations. Et cela doit être le gouvernement. Le gouvernement leur dit quelles sont ces informations. Un nombre infime de médias aujourd'hui ont réellement des correspondants étrangers. Des personnes qui vivent et travaillent dans un pays, ils ont une longue période, et ont une bruissure strength, avec une vaguise de personnes locales. With a variety of people on the other side. All of that is partial and Tout cela est partiel et a une influence minimale comparée au porte-voix écrasant qu'est le porte-parole de presse, dans le cas des États-Unis, du Pentagone, du département d'État et de la Maison-Blanche. Je veux dire, ceux-ci sont dans les nouvelles tous les jours, alimentant simplement la presse avec les informations qu'ils veulent que la presse couvre. Historiquement, et le professeur Bennett l'a souligné dans le cas de la guerre du Vietnam, il n'y a pas de critique des affirmations du gouvernement. Parce que, encore une fois, historiquement, la presse ne s'est pas vue comme ayant le rôle approprié pour interpréter ce que le gouvernement transmet. Car les nouvelles du gouvernement sont en fait la politique nationale. Et la politique nationale doit être pleinement transmise à la population. C'est pourquoi nous avons cette distinction dans la presse américaine entre le reportage et le commentaire. Et ces activités sont censées être très séparées et complètement distinctes, menées par des individus différents au sein de la même organisation, avec un pare-feu entre elles. Mais nous vivons maintenant dans une culture médiatique différente, une époque médiatique différente. D'une part, il n'y a plus de distinction entre commentaires et reportages. Deuxièmement, les comités de rédaction ne s'efforcent plus, en grande partie, d'être détachés des événements. Et l'un des exemples de cela est que Jeff Bezos, le propriétaire du Washington Post, a critiqué. Il a dit que mon journal, le Washington Post, a toujours soutenu de manière fiable le candidat démocrate, quoi qu'il arrive. Reliably endorsed the Democratic candidate, no matter what. And it is no longer, therefore, credibly impartial. Et ce n'est donc plus crédiblement impartial. Par conséquent, nous ne ferons tout simplement plus ce type d'approbation, car cela nous discrédite en tant qu'organisation de presse. Depuis, il a fait d'autres déclarations que beaucoup de gens au Washington Post considèrent comme une abdication de leurs droits journalistiques. Leurs droits, en tant que journalistes, je dirais, sont de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, d'éduquer, d'éclairer les masses ignorantes et de leur révéler quel est le rôle approprié qu'ils devraient jouer dans les politiques des États-Unis, que les médias d'élite, devraient déterminer. Which the media, the elite media, should be determining. All of this is crumbling now because of the impact of... Tout cela s'effondre maintenant à cause de l'impact des réseaux sociaux et du fait que Sergei Lavrov, certainement l'un des diplomates les plus éminents des temps modernes pour une grande puissance, a fait un effort particulier pour accorder récemment une interview à 3 blogueurs influents plutôt qu'à un média. Cela nous en dit long sur l'importance changeante du rôle des médias, qui, dans leur propre esprit, essaient toujours de façonner le récit et d'informer la manière dont le public pense aux choses, mais réussissent de moins en moins à le faire. Less and less successful in doing so.
Merci beaucoup pour cette évaluation. Les trois blogueurs sont très intéressants, car ces blogueurs sont bien sûr l'un d'eux et le juge Napolitano, qui est une grande figure en fait sur YouTube. L'autre est Larry Johnson. Et le troisième, je ne le connais pas vraiment, un jeune homme. Mais les autres sont des commentateurs très importants ici sur YouTube. Le fait que ce soit maintenant l'une des façons dont la Russie voit comment elle peut transmettre certaines de ses opinions à une partie du public occidental est en ce sens une approche de diplomatie publique, n'est-ce pas? Vous essayez d'influencer les points de vue de l'autre population. Et je pensais que c'est un moment intéressant. Si vous le permettez, j'aimerais intervenir sur une distinction entre les États-Unis et l'Europe à cet égard. Les États-Unis, je pense, ont un attachement si fort à leur premier amendement, à leur principe de liberté de la presse, qu'il est très difficile, presque inconcevable, d'imaginer que des voix de ce genre seraient supprimées aux États-Unis. Il y a donc une véritable rivalité entre l'impact des médias sociaux et l'impact des médias traditionnels, même si les médias traditionnels ont encore une plus grande influence sur les élites politiques. C'est à cause de l'histoire, du contexte et des contacts personnels. Ils sont allés dans les mêmes écoles. C'est une question de classe par rapport aux réseaux sociaux de la classe inférieure. Néanmoins, la voix des réseaux sociaux sera entendue et aura un impact, comme vous le dites, sur le discours public. En Europe, en revanche, vous regardez la Roumanie, vous regardez un certain nombre d'autres pays, et vous regardez l'ostracisme imposé aux médias par les grandes instances d'Europe occidentale dans d'autres pays, comme la Hongrie, la Slovaquie et la Serbie, à la suite de quoi leurs voix ne sont même pas entendues et ne sont pas autorisées à influencer le discours public. Vous verrez, je suppose, l'interdiction de RT levée aux États-Unis, alors qu'en Europe, cela ne se produira pas avant beaucoup plus longtemps, même si l'interdiction est essentiellement facile à contourner si vous le souhaitez vraiment. À mon avis, ce sont de bonnes façons d'essayer de distinguer ou de déconstruire un peu cette notion de l'Occident collectif, car tous les pays n'ont pas agi de la même manière. Il est intéressant pour moi de constater que ni le Japon ni la Suisse n'ont interdit RT ou Sputnik. Ils ont tous deux dit « Non, je veux dire, c'est allé trop loin », alors que l'UE s'est engagé à fond, tout comme le Royaume-Uni, pour essayer de contrôler l'espace informationnel, parce qu'ils ont tellement peur, en fait, de ces contre-arguments. Mais peut-être que je pourrais, pour les 10 dernières minutes environ qu'il nous reste, vous interroger également sur ce que vous voyez à l'intérieur de la Russie et de l'Ukraine, dans le processus politique qu'ils traversent. Voyez-vous des changements plus importants en Ukraine ou en Russie, concernant la manière dont ces entités politiques, avec les différents partis qu'elles ont, aimeraient aborder ce qui s'annonce dans les 1 ou 2 ans à venir? Eh bien, sauf erreur de ma part, la situation en Ukraine est volatile. Elle pourrait, selon le moment où les élections ont lieu, devenir très volatile et même violente. Le rôle des nationalistes d'extrême droite, désormais lourdement armés, ne peut être surestimé. Nous devons vraiment nous inquiéter d'un nationalisme revanchard influençant la politique. Peut-être pas de manière ouverte, mais certainement en coulisses, comme ils l'ont fait à maintes reprises pour saboter les accords de Minsk II. Ils ont essentiellement intimidé le régime de Porochenko lorsqu'il était prêt à s'engager dans des négociations. Dès que les accords de Minsk II ont été signés par Porochenko, ils ont réussi à faire la même chose avec Volodymyr Zelensky,
qui, comme tout le monde le sait, s'était présenté sur une plateforme de paix et s'est ensuite éloigné de cette plateforme de paix sous l'influence de la violence qui a frappé les gens sur la rue Bankova, où se trouve le bureau du président et l'administration présidentielle. Donc voilà, c'est clairement une situation très volatile. La Russie, en revanche, je pense qu'il est peu probable qu'elle subisse des changements politiques sérieux. C'est mon soupçon. Puis juste demander à ce stade, parce que le fait que Poroshenko ait signé les accords de Minsk 1 et 2, puis s'en soit immédiatement rétracté, et que Zelensky ait fait campagne sur une plateforme de paix, mais s'en soit ensuite immédiatement rétracté, et qu'aujourd'hui, ils disent à peu près le contraire de ce qu'ils disaient il y a 5, 6 ans, est pris par beaucoup de gens comme un signe que ces personnes ne sont pas dignes de confiance. Ce sont des menteurs. Ils ont dit des choses intentionnellement qu'ils ne pensaient pas, et maintenant, ils montrent leur vrai visage. Alors que lorsque je vous écoute, il semble que vous insinuiez que la faction nationaliste d'extrême droite de l'Ukraine, comme vous l'avez également souligné dans votre livre, a simplement une influence disproportionnée par la simple volonté d'utiliser une violence extrême. Ce ne sont pas leur nombres. C'est la volonté d'utiliser la force. C'est une volonté d'utiliser la force. Est-ce toujours le cas? Et est-ce ainsi que vous interprétez les changements de Poroshenko et les changements de Zelensky? Ce n'est pas nécessairement qu'ils ont menti, c'est qu'ils ont été, sous la menace d'une arme, essentiellement forcés de changer. Ce que vous dites, et avec quoi je suis d'accord, relève simplement du bon sens. Les politiciens réagissent à leurs incitations immédiates. Un politicien pourrait vouloir quelque chose de différent, mais sous la pression des circonstances actuelles, cela pourrait être la menace de couper l'aide, une menace pour votre famille ou une menace pour votre carrière politique. Il existe toutes sortes de menaces et d'incitations qui font simplement partie de la vie quotidienne des négociations politiques, que vous négociez l'adoption d'une loi ou un traité de paix. Il n'y a vraiment pas de différence fondamentale à ce sujet. Que vous plaidiez pour 10 milliards de dollars de plus pour l'aide médicale, le financement de la recherche sur le cancer ou la fin des combats dans une zone particulière du pays, vous allez toujours vous envelopper de nobles idéaux et de promesses sur la façon dont cela va transformer la vie de tout le monde. Mais le point essentiel que tout politicien qui a été en fonction et a dû passer plus de quelques semaines à traiter avec d'autres politiciens réalise, c'est que tout est une question de négociation. Il vaut mieux ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Non, car elles ne convaincront pas votre interlocuteur et affaibliront en fait votre argumentation et votre capacité à conclure un accord réussi si vous parlez de la même manière à un autre partenaire de négociation qu'à la presse. Ce sont simplement des fonctions différentes. Vous traitez directement, en tête-à-tête, des questions sur lesquelles vous êtes réellement prêt à faire des compromis. Ensuite, vous vous retournez et dites à la presse comment vous avez conclu un excellent accord pour tout le monde, même si vous ne le pensez pas au fond de vous. Oui, mais il y a une question supplémentaire. Si les gens ne sont pas la presse, mais les nationalistes de droite qui attendent avec des bâtons et des armes vos déclarations, n'est-ce pas? Eh bien, mais ensuite, ils sont plus faciles à gérer, parce que vous savez qu'ils sont là pour vous nuire. Et j'ai toujours soutenu que la paix interne en Ukraine ne peut jamais être sécurisée, à moins que l'extrême droite violente ne soit désarmée et essentiellement neutralisée. Il n'y a aucun pays dans le monde où ce type de circonscription violente, perturbatrice et non élue peut intervenir dans le processus politique. Je veux dire, c'est de cela qu'il s'agissait lors des émeutes du 6 janvier aux États-Unis.
et elles ont été qualifiées, probablement à juste titre, de traîtres, comme une tentative de coup d'État dans ce pays. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des partis de droite dans de nombreux anciens pays de l'Axe. Finalement, ceux-ci ont été certainement privés de la capacité de s'armer et ont été marginalisés sur le spectre politique afin de pousser les partis politiques vers le centre et d'établir un consensus social plus large au centre. La faiblesse de la société ukrainienne est qu'au cours des 30 dernières années, aucun gouvernement ne s'est senti assez fort pour contenir ses propres extrémistes violents. Ce problème ne peut plus être repoussé indéfiniment. Le gouvernement doit s'en occuper directement à un moment donné. La différence, je pense, entre les nationalistes ultra-droitistes d'Ukraine et les insurrectionnistes du 6 janvier aux États-Unis, c'est que dans le cas des États-Unis, ils sont venus sans armes au Capitole, n'est-ce pas? Alors qu'en Ukraine, nous savons qu'ils sont armés. Sont-ils aujourd'hui plus ou moins armés que, disons, il y a 3 ou 4 ans? Parce que selon votre analyse, la différence est énorme. Certainement plus, car nous connaissons des groupes organisés qui ont rejoint ou se sont affiliés aux forces armées ukrainiennes et ont reçu des armes. Il y a également eu un moment au début du conflit où le gouvernement a distribué des armes légères et des armes à feu aux citoyens individuels, et je suis sûr qu'un certain pourcentage de ceux-ci étaient des groupes d'extrême droite. Depuis le début des années 1990, ils ont accumulé des stocks et des caches d'armes pour eux-mêmes, car l'un de leurs objectifs, dans le cas du gouvernement, est la menace que si le gouvernement poursuit des politiques que l'extrême droite considère comme n'étant pas dans l'intérêt national ukrainien, il se réserve le droit de renverser le gouvernement dans l'intérêt national de l'Ukraine. Cela a été une déclaration de politique constante depuis avant 1991. Les Stumsum Farbert Sanctation Minitiri Vortin des années moins that. Jésus-Christ, cela me rappelle tellement la fin de la Seconde Guerre mondiale au Japon, où à la toute fin, des officiers de rang inférieur voulaient renverser les officiers et généraux de rang supérieur, parce qu'ils disaient que si vous voulez vous rendre aux États-Unis, vous êtes traître, et nous devons protéger l'empereur de lui-même, qui vient de dire qu'il veut se rendre. Mais cela laisse une question très importante ouverte. Je veux dire, même si Washington, Donald Trump, Moscou, Vladimir Poutine et Kiev, M. Zelensky, tous sont d'accord. D'accord, arrêtons cela. Rendons-nous ou finissons-en. Qui aurait le pouvoir de désarmer ces groupes nationalistes d'extrême droite, qui, si cela arrivait, commencerait en fait une deuxième guerre civile à l'intérieur et essaierait de tuer tout ce qui se trouve sur leur chemin? Qui pourrait désarmer ces gens? Ce devrait être l'armée ukrainienne avec le soutien du gouvernement ukrainien. Et ici, nous avons un impondérable, une question à laquelle nous n'avons pas la réponse. L'armée ukrainienne soutiendra-t-elle le gouvernement élu et validera-t-elle son autorité, ou se rangera-t-elle du côté de l'extrême droite si des groupes d'extrême droite tentent de renverser le gouvernement dans l'intérêt de ce type de vision nationaliste du pays? Je pense que cette menace ne doit pas être écartée, mais est potentiellement très réelle si l'on estime que les négociations de paix ne fournissent pas à l'Ukraine un moyen de récupérer éventuellement ses territoires. Peut-être pas immédiatement, mais certainement à terme. Donc cela doit être, et c'est, bien sûr, l'une des principales exigences de la Russie. Elle veut une paix, pas un cessez-le-feu, une paix à long terme. Et c'est quelque chose que les nationalistes ont tout intérêt à éviter, surtout pour leur propre avenir politique. S'il n'y a pas de conflit permanent avec la Russie, pourquoi un citoyen moyen, pensant au bien-être de sa famille et de ses enfants,
voterait-il pour une confrontation perpétuelle et essentiellement un appauvrissement perpétuel dans une Ukraine en état de guerre permanent? Je suis désolé de vous avoir retenu si longtemps, mais c'est tellement important. Pensez-vous que Moscou et Washington apprécient cette impasse politique ou la menace très réelle que l'Ukraine manque de cohérence institutionnelle pour se rendre ou pour se retirer d'une posture de guerre? Qu'elle en est tout simplement incapable, n'est-ce pas? Cela éclatera sous une autre forme de guerre civile et continuera ensuite. Cette appréciation existe-t-elle à Washington et à Moscou ou non? Je ne sais pas. Et je ne dirais pas que c'est une affaire conclue. Je veux dire, je pense qu'il y a un risque là-bas. Ça pourrait. Oui, ça pourrait. Et je soupçonne qu'il y a des moyens par lesquels l'Ukraine pourrait recevoir du soutien et le gouvernement institutionnel de l'Ukraine pourrait être soutenu dans ses efforts s'il choisit de lutter contre les éléments extrémistes. Mais ce que je vous dis et prédis avec confiance, c'est que ce combat aura lieu. Et j'espère que le gouvernement institutionnel en Ukraine réussira dans cette tâche, en apprivoisant et finalement sans éradiquer complètement, mais certainement en minimisant le rôle de l'extrême droite militante à des niveaux considérés comme tolérables dans les démocraties occidentales. En ce moment, ce n'est pas le cas en Ukraine. Eh bien, ce sont des questions très difficiles. C'est une situation très compliquée. Mais merci beaucoup, Nicolas, d'avoir éclairé ce sujet, car je pense que ces subtilités du processus politique interne sont quelque chose qui est constamment négligé lorsqu'on ne regarde que le tableau d'ensemble. Et vous êtes l'une des personnes qui peut éclairer cela. Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur vous, devraient-elles se rendre sur votre page personnelle? Ou où publicez-vous? D'accord. Allez tous sur npetro.net et nous aurons Nicolas à nouveau bientôt. Nicolas Petro, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Meng.